Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour à toutes et à tous. Où en est l'initiative tchèque de livraison de munitions à l'Ukraine 2 ans après son lancement avec succès? Elle bat de l'aile, comme nous le verrons en début d'émission. Les discours anti-vax ont plus de prise en Tchéquie depuis la pandémie de Covid-19, avec parfois des conséquences terribles, comme récemment la mort d'un petit garçon atteint de diphtérie. 84 ans se sont écoulés depuis l'attentat contre le dignitaire nazi Reinhard Heydrich. On visite la crypte où les résistants tchécoslovaques se sont réfugiés il y a 84 ans. Mais tout de suite, c'est le bulletin d'information en compagnie d'Alexis Rosenzweig. Les informations. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Petr Matýnka, a évoqué à New York avec son homologue chinois Wang Yi le cas d'un ressortissant chinois soupçonné d'espionnage en Tchéquie, ainsi que les déplacements de responsables politiques tchèques à Taïwan. Selon lui, le gouvernement tchèque souhaite entretenir des relations normales avec la Chine. Le ressortissant chinois a été arrêté, rappelons-le, en janvier en Tchéquie et inculpé pour activité illégale au profit d'une puissance étrangère. Il s'agit de la première personne poursuivie sur la base d'un article relativement récent du code pénal tchèque. Depuis son arrestation, il est placé en détention provisoire. La commission parlementaire de la défense a approuvé la proposition de nomination du lieutenant-général Miroslav Hlavač au poste de chef d'état-major de l'armée tchèque. Le président de la République, Petr Pavel, peut désormais procéder à sa nomination. Tous les membres de la commission ont voté en faveur de cette proposition. Lors de la réunion, le ministre de la Défense, Jaromír Zuna, a indiqué que le gouvernement proposait au président de nommer le nouveau chef de l'armée à compter du 1er juillet. L'actuel chef d'état-major, Kaležerka, quittera ses fonctions le 31 août. Selon le ministre, cette échéance laissera le temps nécessaire pour assurer la transition avec Miroslav Hlavač. Un mâle d'1 an et demi de la girafe de Rothschild, une espèce en danger critique d'extinction, a quitté le zoo d'Olomouc pour rejoindre le parc zoologique Saint-Martin-la-Plaine en France. Le transport a été assuré par une entreprise spécialisée néerlandaise dans une remorque à plancher bas et à hauteur de plafond réglable afin que le plus grand animal terrestre du monde puisse rester confortablement debout pendant le trajet. C'est ce qu'a indiqué mardi à l'agence Četeka, la zoologiste du zoo d'Olomouc. Le jeune mâle a été déchargé avec succès dans son nouveau zoo français où il sera bientôt rejoint par une autre jeune girafe provenant du zoo de Berlin. On passe au sport avec du foot d'abord et les footballeurs du Baník Ostrava qui ont largement battu Táborsko 3-0 à domicile lors du match aller des barrages pour le maintien en première division ce mardi, se rapprochant nettement du maintien parmi l'élite de la Chance Liga. Le Baník a fait la différence face au deuxième de deuxième division grâce à 3 buts inscrits après la mi-temps. Et rappelons-le, le Zbrojovka Brno a terminé en tête de cette deuxième division et pourrait donc être le seul club à monter cette saison si Táborsko perd au match retour également. Du hockey sur glace avec l'équipe nationale tchèque qui s'est inclinée 3-2 contre le Canada au championnat du monde en Suisse mardi malgré une avance de 2-0 acquise en début de match. Les Tchèques terminent 3e du groupe B à Fribourg et affronteront la Finlande jeudi à 16h20 en quart de finale à Zurich. Le but victorieux canadien a été inscrit à la 50e minute par John Tavares. Le Canada disputera de son côté un duel nord-américain face aux États-Unis qui sont les tenants du titre. On termine comme d'habitude ce bulletin avec un mot sur la météo. Encore du beau, du soleil et de la chaleur, mais avec une légère baisse des températures annoncées pour jeudi. 23 degrés pour les maximales quand même dans la capitale Prague. Et pour plus d'infos, vous le savez, c'est sur français.radio.cz. Dans une poignée de secondes, la suite de notre programme. Radio Prague International, le programme francophone.
Avant de s'envoler pour l'Estonie, où il effectue ces mercredis et jeudi une visite essentiellement consacrée à la sécurité en Europe et à la menace russe, à laquelle sont plus particulièrement confrontés les pays baltes, le président tchèque Petr Pavel s'est exprimé sur l'état de fonctionnement de l'initiative administrée par la Tchéquie, visant à fournir des munitions à l'armée ukrainienne. Les détails tout de suite avec Guillaume Narguet. Estonsko je pro nás v řadě ohledů inspirativní tím, jak například dokázalo v Un pays qui, je cite, est pour nous une source d'inspiration à bien des égards. Avant même de prendre la direction de Tallinn, c'est en ces termes que Petr Pavel a évoqué l'Estonie où accompagné des représentants de quelques 35 entreprises, il est le premier président tchèque à effectuer une visite depuis 20 ans. Qu'il s'agisse de la numérisation de l'administration publique, de la modernisation du système éducatif ou encore de son avancement en matière de cybersécurité, le plus septentrional des 3 pays baltes qui partagent près de 340 km de frontières avec la Russie serait donc, selon Petr Pavel, un modèle à suivre pour la République tchèque. Alors qu'ils sont régulièrement confrontés à divers types d'attaques hybrides, provocations dans l'espace aérien et autres survols de drones, Petr Pavel a également rappelé que l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, anciennes républiques soviétiques, étaient les membres de l'OTAN les plus exposés à la menace russe et que les 3 pays comptaient non seulement parmi ceux qui soutiennent sans réserve l'Ukraine, mais qui aussi plaident en faveur d'une augmentation des dépenses de défense afin que celles-ci correspondent aux besoins réels. Et si l'on s'en tient aux déclarations qu'il a également faites devant les médias à Prague mardi, au sujet de l'initiative administrée par Prague, une initiative visant à acheter et à fournir des obus pour aider l'armée ukrainienne à faire face à la pénurie matérielle à laquelle elle est confrontée sur le front. On ne peut pas en dire autant de la République tchèque. Quelques heures plus tôt dans la journée de mardi, en effet, le sujet de cette initiative est revenu sur la table, et ce après que le quotidien britannique Financial Times, s'appuyant sur des propos de Petr Pavel, a publié l'information selon laquelle le nombre de pays qui participent à cette initiative dite tchèque depuis son lancement en 2024 avait diminué de moitié en l'espace de quelques mois, passant de 18 encore l'année dernière à 9 actuellement. En février dernier, le chef de l'État avait indiqué qu'en l'espace de 2 ans, cette initiative, qu'il avait alors qualifiée de vitale, avait permis de livrer quelques 4 400 000 obus de différents calibres à l'Ukraine, notamment grâce aux quelques 4 milliards d'euros versés par les pays donateurs, parmi lesquels figurent notamment le Danemark, les Pays-Bas ou encore l'Allemagne. Selon le président tchèque, si l'initiative continue de suivre son cours, cette baisse du nombre de contributeurs n'en constitue pas moins une source de nouvelles difficultés, et si le retrait de certains d'entre eux s'explique par les actions bilatérales qu'ils mènent désormais de leur côté pour venir en aide à l'Ukraine, comme dans le cas de l'Estonie, qu'il a une fois encore cité en exemple, toujours selon Petr Pavel, le fait que la République tchèque, en tant qu'organisatrice et coordinatrice, ait cessé de la financer, et ce conformément à ce qu'avait annoncé son Premier ministre Andrej Babiš en début d'année à Paris, nuit forcément au succès de l'initiative et à l'intérêt porté par les autres pays à celle-ci. On écoute Petr Pavel. Les pays qui jusqu'alors avaient supporté le plus gros de la charge financière se sont logiquement demandé pourquoi ils devaient continuer à être les seuls à le faire. Et cela concerne aussi un peu la République tchèque, car même si nous continuons à en assurer la gestion et à apporter notre savoir-faire à l'ensemble de l'initiative, nous n'y contribuons pas nous-mêmes. Et ce n'est là certainement pas un bon signal que nous envoyons aux autres pays.
Pour autant, cette initiative tchèque pourrait permettre d'atteindre pour 2026, en termes de livraison à l'Ukraine, des chiffres sensiblement équivalents à ceux de l'année dernière. À ce jour, selon le ministère tchèque de la Défense, les contrats déjà signés couvrent le financement d'un peu plus d'1 million de pièces de munitions de gros calibre. Une enquête a été ouverte après la mort récente d'un enfant atteint de diphtérie dans la région d'Ostrava et non vacciné contre la maladie. En Tchéquie, où cette maladie avait disparu depuis 3 décennies grâce à la vaccination obligatoire, ce décès agit comme un signal d'alarme et remet sur le devant de la scène la question de la montée de la défiance envers les vaccins observée depuis la pandémie de Covid-19. Diagnostiqué il y a environ 1 mois et d'abord pris en charge par l'hôpital universitaire d'Ostrava, le petit garçon a dû être transféré à l'hôpital de Motol à Prague. Au vu de son état s'aggravant, il est mort lundi 18 mai. 3 autres de ses frères et sœurs étaient également atteints de diphtérie, entraînant le traitement de toute la famille sous antibiotiques. La diphtérie est une infection bactérienne très contagieuse qui touche principalement les voies respiratoires. Pédiatre et vice-présidente de la Société tchèque de vaccinologie, Hanna Cabrnochová, rappelle que la diphtérie peut être particulièrement dangereuse pour les jeunes enfants. Le taux de mortalité de la diphtérie est vraiment très élevé comparé à ce que nous connaissons pour d'autres maladies courantes. Chez les plus jeunes enfants, environ jusqu'à l'âge de 5 ans, la mortalité peut atteindre près de 20%. C'est un chiffre très élevé. Avant l'introduction de la vaccination de masse en Tchécoslovaquie, la maladie faisait des milliers de victimes. Le vaccin contre la diphtérie est devenu obligatoire dès 1946 et a permis en quelques décennies de quasiment éradiquer la maladie. Pendant longtemps, la Tchécoslovaquie, puis la Tchéquie post-communiste ont affiché des taux de couverture vaccinale parmi les plus élevés d'Europe centrale. Sous le régime communiste, la médecine préventive occupait une place essentielle dans les politiques publiques. Les campagnes de vaccination étaient largement acceptées et perçues comme un progrès collectif, un apport majeur pour la société. La défiance envers les vaccins était restée marginale jusque dans les années 2010 et l'actuelle réticence vis-à-vis des vaccins constitue donc une rupture historique dans un pays longtemps considéré comme exemplaire sur le plan de la prévention sanitaire. Pour les médecins, il y a clairement un avant et un après avec la pandémie de Covid-19. La crise sanitaire a profondément modifié le rapport d'une partie de la population à la médecine et aux autorités publiques. Les réseaux sociaux ont également favorisé la diffusion massive des théories complotistes, de fausses informations et de discours anti-vax. Initialement centrée sur les vaccins contre le Covid-19, cette contestation s'est progressivement étendue à la vaccination classique contre les maladies infantiles. Si la couverture vaccinale chez les jeunes enfants reste relativement élevée, les médecins sont de plus en plus préoccupés par les retards de vaccination et par le fait que certains enfants ne reçoivent pas toutes les doses recommandées. Hanna Cabrnochová. Ce que nous observons et ce qui nous inquiète, c'est le rapport de la vaccination. Selon les données dont nous disposons, jusqu'à 10% des enfants commencent la vaccination qu'au cours de la seconde moitié de leur première année de vie, alors que la réglementation prévoit qu'elle débute à partir de la 9e semaine de vie. Une autre source d'inquiétude est que bien que la couverture vaccinale globale soit de 95 à 96%, seuls environ 90 à 91% des enfants suivent l'ensemble du calendrier vaccinal. La différence n'est pas énorme, mais elle constitue tout de même un signal d'alerte indiquant que les enfants ont besoin d'une protection suffisante. Et les conséquences sont déjà visibles. Depuis quelques années, plusieurs maladies totalement évitables grâce à la vaccination connaissent une recrudescence. En Tchéquie, coqueluche, rougeole, oreillon et désormais diphtérie. La coqueluche a même atteint son niveau le plus élevé depuis les années 50. Et puis, en 2019, la Tchéquie a perdu son statut de pays ayant éradiqué la rougeole après que le nombre de cas annuels avait atteint près de 600. Si la vaccination est donc devenue un sujet politiquement sensible depuis le Covid-19, le ministère de la Santé, dirigé actuellement par Adam Wojciech du parti ANO, continue de défendre le système vaccinal obligatoire, mais certains partenaires de coalition, notamment le parti d'extrême droite SPD, critiquent les campagnes publiques de promotion vaccinale et défendent une approche plus fondée sur le choix individuel. Paradoxe de la situation actuelle, d'un côté, l'intérêt pour les rappels vaccinaux diminue nettement dans la population et de l'autre, des études montrent qu'une majorité de Tchèques reste favorable à ce que l'État soutienne activement la vaccination.
vaccination. Entre le maintien d'une tradition sanitaire forte, confirmée en 2021 par la Cour européenne des droits de l'homme qui jugeait le système tchèque de vaccination obligatoire comme étant nécessaire dans une société démocratique, et montée d'un discours plus vaccino-sceptique, la société tchèque vit bel et bien actuellement de fortes tensions idéologiques internes, cristallisées entre autres problématiques autour de la politique vaccinale. Une cérémonie était organisée à Prague ce mercredi matin au mémorial de l'opération Anthropoïde pour commémorer le 84e anniversaire de l'attentat contre Reinhard Heydrich, surnommé le bourreau de Prague. À l'issue d'une traque d'une vingtaine de jours, les responsables de l'attentat contre le Reichsprotektor des résistants tchécoslovaques étaient assassinés par les nazis. Après avoir été cachés chez différentes familles un peu partout à Prague, c'est finalement dans l'église Saint-Cyril-et-Méthode, non loin de la place Charles, qu'ils trouvent refuge en juin. Un mémorial rappelle leur histoire et leurs dernières heures. L'historien militaire Zdeněk Špitalník nous l'a fait visiter. Nous nous trouvons ici dans la crypte de l'église Saint-Cyril-et-Méthode. C'est une crypte de taille relativement importante, autrefois destinée à l'inhumation des dépouilles des prêtres. Cela n'a d'ailleurs pas duré longtemps, car l'église a été désacralisée peu de temps après son édification. Cette crypte a servi de refuge à 7 parachutistes tchécoslovaques venus d'Angleterre, un abri relativement sûr jusqu'à ce qu'ils se retrouvent encerclés par les nazis le 18 juin 1942. Ce 18 juin 1942, ils étaient 7 hommes retranchés dans la crypte de l'église Saint-Cyril-et-Méthode au centre-ville de Prague. 7 hommes contre 750 soldats SS sous le commandement de Karl Fischer von Treunfeld. Autant dire que l'issue de cet affrontement inégal ne faisait guère de doute, et pourtant, il faudra une bataille rangée de 2 heures avant que les assaillants allemands ne puissent finalement pénétrer dans l'église assiégée depuis l'aube. Tout cela pour trouver tous les résistants tchécoslovaques déjà morts. Avant cela, les nazis ont usé de tous les moyens pour les faire sortir, jusqu'à même tenter de les noyer via une ouverture donnant sur la rue que l'on peut encore voir aujourd'hui. En vain. En cela, l'opération des nazis est un échec, comme l'explique Zdeněk Špitalník. Comme la crypte a été en partie réaménagée dans les années 1990, avec notamment l'ajout de cette entrée par laquelle nous sommes arrivés, l'ouverture qui donne sur la rue était pratiquement le seul lien des parachutistes avec le monde extérieur. C'est aussi par ce moyen que les nazis ont essayé d'attirer les parachutistes au dehors le 18 juin en leur promettant l'impunité. Pour la Gestapo, il était essentiel de les prendre vivants. Cela aurait été un succès immense et ils ont tout fait pour les convaincre à se rendre, surtout que 3 parachutistes qui combattaient dans la partie supérieure de l'église étaient déjà morts, soit parce qu'ils s'étaient suicidés, soit des suites de blessures graves. na následky těžkých zranění, která utrpěli. What is your mission? Operation Anthropoid. What is Anthropoid? We are here to assassinate Reinhard Heydrich. He's executed thousands. Only Hitler is above him in the Nazi hierarchy. Are you completely mad? You kill Heydrich and Hitler will tear Prague apart. Lorsque les résistants tchécoslovaques, dont le slovaque Josef Gabčík et le tchèque Jan Kubiš, chargés d'assassiner Reinhard Heydrich, acceptent la tâche que leur confie le SOE britannique à l'automne 1941, ils savent que c'est probablement là une mission suicide dont ils n'ont que peu de chances de sortir vivants. Non seulement Heydrich est-il un des SS les plus haut placés dans la hiérarchie nazie, mais il est considéré comme le dauphin d'Adolf Hitler en personne. Il est donc d'autant plus émouvant de découvrir au musée de l'armée à Prague, dans la partie dédiée à l'opération Anthropoïde, des images d'archives filmées où apparaissent les 2 jeunes soldats trentenaires pendant un entraînement aux côtés d'autres militaires tchécoslovaques engagés dans la Royal Air Force. Parachutés en décembre 1941, Jan Kubiš et Josef Gabčík ainsi que d'autres soldats chargés d'autres missions retrouvent le pays qu'ils ont quitté quelques années plus tôt. Un pays désormais occupé où très vite ils doivent se rendre à l'évidence. Ils vont avoir besoin de l'aide d'autres personnes pour pouvoir évoluer dans cet environnement qui a radicalement changé depuis leur départ pour la France en 1939 puis pour l'Angleterre. À l'origine, il était prévu que les parachutistes doivent se débrouiller sans aide majeure sur place. Ils étaient censés pouvoir tout gérer de manière indépendante.
Évidemment, pour l'opération, ils étaient munis d'adresses de gens auxquels ils pouvaient faire appel. Très vite, ils ont réalisé qu'il n'était pas possible de fonctionner de la sorte. En Grande-Bretagne, ils avaient certes suivi une formation pour savoir comment les choses marchaient sous le régime d'occupation, mais il n'était pas possible de couvrir tous les changements opérés en 3 ans. Certains parachutistes ont trouvé porte close à certaines adresses. Il faut imaginer que les habitants du protectorat entendaient constamment des informations concernant les gens exécutés pour avoir abrité quelqu'un. Ils pouvaient penser qu'il s'agissait d'une provocation de la Gestapo. Néanmoins, au printemps 1942, les parachutistes ont bien vu que sans aide intérieure, ils n'arriveraient à rien. Un peu par hasard, ils ont réussi à faire la liaison avec l'organisation du Sokol clandestin qui leur a fourni un réseau sécurisé de collègues dévoués. The question we have to ask ourselves is this. Is our country ready and willing to resist Nazi Germany? Gentlemen, this operation will involve almost everyone we have left in the resistance. Sur une grande stèle en marbre noir s'élevant devant l'église orthodoxe, on peut aujourd'hui lire les noms de plus de 290 personnes qui ont payé de leur vie leur engagement à aider les parachutistes, soit directement, soit indirectement. Les noms de nombreuses femmes y figurent également, ces petites mains qui ont apporté leur contribution en trouvant des endroits où se cacher, en fournissant des vêtements, du matériel et des vivres aux résistants. Parfois, ce sont des familles entières qui ont été assassinées ou envoyées à la mort dans les camps par les autorités d'occupation, comme le montrent les longues listes de patronymes similaires gravés les uns en dessous des autres. Mais la vengeance des nazis ne s'est pas arrêtée aux personnes qui avaient aidé les résistants. Des milliers d'autres Tchèques ont été arrêtés ou assassinés dans le pays en représailles, dont les habitants de 2 villages martyrs, Lidice et Ležáky, entièrement détruits, comme Oradour-sur-Glane 2 ans plus tard. Des tout derniers jours de la vie des 7 parachutistes tchécoslovaques dans la crypte avant la trahison d'un membre d'un autre commando, on ne sait que peu de choses. Seuls quelques objets personnels et des armes exposés au mémorial des parachutistes et au musée de l'armée témoignent encore de leur acte de résistance. To je věc, kterou se asi nikdy nedozvíme, protože samozřejmě po nich nezbyly žádné... C'est quelque chose que nous ne saurons sans doute jamais. Malheureusement, il ne nous reste d'eux aucun carnet, aucun témoignage. On ne peut donc que faire fonctionner notre imagination sur la base des objets qui nous sont parvenus et qui ont été retrouvés ici. Il y a aussi beaucoup de photographies. Il est fort probable que les différentes alcôves de la crypte qui avaient servi de lieu de dernier repos aux prêtres décédés aient servi de couche aux parachutistes. On aurait trouvé des couvertures, de la vaisselle, etc. On ne sait pas par contre quel était leur système de garde de la nuit entre cet espace de la crypte et celui de l'église en haut. En tout cas, ce devait être particulièrement oppressant de vivre si longtemps et dans cet espace relativement restreint. Poměrně tísnivé tady v tomhle relativně malém prostoru. Maybe it was a mistake not to inform you of the danger. She's very young, still has romantic ideas about the war. And you? War is not romantic. There's a problem. What can we know? It is your duty to stay alive and continue fighting. Une opération anthropoïde est le seul attentat réussi contre un haut dignitaire nazi organisé par un gouvernement pendant la Deuxième Guerre mondiale et est considéré comme un des plus hauts faits, sinon le plus haut de la résistance tchécoslovaque. Pourtant, malgré quelques velléités de monter d'autres opérations de ce type, notamment pour tuer Hitler, aucune autre mission gouvernementale de ce genre ne sera plus menée, entre autres en raison de la violence inouïe des représailles, les Britanniques n'ayant pas anticipé le fait que les nazis appliqueraient le principe de la responsabilité collective. Mais ces événements ont marqué les esprits et tant le cinéma que la littérature s'en sont emparés à plusieurs reprises, et ce, dès 1943, avec Les bourreaux meurent aussi de Fritz Lang, Attentat, plus tard, du réalisateur tchèque Jiří Sekvenc en 1964, le film britannique Cet homme à l'aube, tourné à Prague au milieu des années 1970,
1970, ou plus près de nous, 2 films récents sur l'opération Anthropoïde. Autant d'adaptations qui attirent depuis plusieurs années les touristes étrangers en nombre à la crypte, comme le note Zdeněk Špitalník. Já myslím, že značně, že film Anthropoid jsem opravdu Je pense que cela y contribue beaucoup. Le film Anthropoïde continue jusqu'à ce jour de faire venir des visiteurs au mémorial. De même que l'autre film intitulé HHHH qui, même s'il est moins précis, a suscité l'intérêt de nombreux visiteurs qui viennent ici. C'est aussi le cas du livre éponyme de Laurent Binet, HHHH. Tout cela contribue à attirer des gens qui, a priori, n'avaient pas un lien aussi fort avec cette histoire que les touristes britanniques, par exemple. Tak pevné pouto, jako třeba lidé z Velké Británie. L'entrée du mémorial est située sous les hauts escaliers menant à l'église. L'ensemble de l'exposition a été entièrement refait il y a 1 an et les locaux rénovés, comme le détaille encore Zdeněk Špitalník. La première partie de l'exposition est consacrée aux événements mêmes et à tout ce qui a trait à l'opération Anthropoïde. Lorsque l'histoire prend une autre tournure et que les parachutistes doivent se cacher après le succès de l'opération, le visiteur peut entrer dans l'espace principal et découvrir d'eux-mêmes ce que cela a pu être pour ces résistants de vivre dans cette crypte pendant plus de 15 jours. Bien sûr, les conditions sont différentes de ce que c'était en 1942. Aujourd'hui, c'est éclairé, ce n'est plus aussi humide qu'à l'époque et en raison des visites fréquentes, il ne fait pas si froid. Mais je pense néanmoins que cela reste une expérience forte pour les visiteurs d'entrer dans cette crypte, le lieu authentique où se sont déroulés les événements dont ils ont entendu parler quelques minutes auparavant dans la partie musée. Slyšeli skutečně jako děla, tak to si myslím, že na většinu lidí zapůsobí velmi silně. Depuis 2009, un grand monument commémorant l'opération Anthropoïde s'élève dans le quartier de Líbeň à Prague, représentant 3 soldats, le guetteur Józef Walčík et les 2 parachutistes responsables de l'attentat. À proximité du monument, des rues ont été rebaptisées pour rendre hommage à la fois aux soldats, mais aussi aux familles du quartier qui leur ont porté assistance et en ont payé le prix. Le mémorial, lui, est situé au centre-ville, dans l'église Saint-Cyril-et-Méthode. Il est accessible gratuitement et ouvert toute l'année de 9h à 17h. Voilà, c'est avec cette rediffusion de notre visite au mémorial de l'opération Anthropoïde, dont on commémore cette année le 84e anniversaire, que s'achève cette émission en français sur Radio Prague International. Le reste de l'actu tchèque en français, vous le savez, c'est sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur nos comptes X et Blue Sky, mais également sur Instagram et sur Facebook. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent, ahoy.